Le monde nous a fait croire que la réussite financière est une affaire de chiffres, de formules et d'intelligence. Mais la vérité est bien différente. Les plus grandes fortunes ne sont pas bâties par les plus grands mathématiciens, mais par les esprits les plus sages. L'argent, dans son essence, n'est pas un outil, mais un miroir. Il reflète nos peurs, nos espoirs, nos désirs les plus profonds et surtout nos irrationalités. Bienvenue sur Savoir Sagesse, où nous ne cherchons pas à comprendre les marchés, mais la psychologie qui les gouverne. Inspiré par les enseignements du maître moderne Morgan Housel, nous allons entreprendre un voyage à travers les 17 lois psychologiques de l'argent. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la finance. Nous ne parlerons pas d'investissement, mais de la nature humaine. Chaque leçon est une clé pour déverrouiller non seulement la richesse, mais aussi la liberté et la paix intérieure. Préparez-vous à un voyage qui transformera non seulement votre rapport à l'argent, mais aussi votre rapport à vous-même. Le monde nous a conditionnés à penser que l'argent est une affaire de logique et de rationalité. Nous jugeons les décisions des autres avec notre propre filtre et nous nous disons qu'ils sont fous d'agir comme ils le font. Nous regardons l'homme qui achète une voiture de luxe et nous l'appelons un gaspilleur. Nous observons la femme qui a peur d'investir son argent et nous la traitons de peureuse. Nous croyons que nous seuls détenons la vérité. Mais la première et la plus importante leçon de la psychologie de l'argent, telle que Morgan Housel l'a révélée, est que personne n'est fou. Chaque décision financière, aussi irrationnelle qu'elle puisse paraître de l'extérieur, est une histoire de raison et de logique, forgée par l'histoire unique de l'individu. Imaginez que la vie est une carte et que nos expériences sont les routes que nous avons parcourues. Une personne qui a grandi dans une famille ruinée par la crise a une carte sur laquelle le risque est marqué en rouge vif. Pour elle, la sécurité est la chose la plus importante et ne pas prendre de risques est la plus sage des décisions. Une autre personne, qui a grandi dans une famille où les opportunités étaient abondantes, a une carte sur laquelle le risque est marqué en bleu, synonyme d'aventure. Pour elle, ne pas prendre de risques est la plus folle des décisions, car cela signifie rater une opportunité. Qui a raison? Les deux et aucun des deux. Chacun agit avec la seule carte dont il dispose. La sagesse nous enseigne que l'argent n'est pas une science dure. C'est une psychologie douce, une danse complexe entre nos peurs, nos espoirs, nos traumatismes et nos désirs. Juger les choix des autres n'est pas un signe d'intelligence, mais un manque de compréhension. L'homme qui dépense son argent dans un objet de luxe ne le fait pas pour impressionner les autres, mais pour se sentir riche, pour se rassurer, pour se prouver à lui-même qu'il a réussi. La femme qui est trop prudente avec son argent ne le fait pas par peur du gain, mais par peur de la perte. Une peur qui a été inscrite dans son âme par une expérience passée. Cette première leçon est une leçon d'humilité et d'empathie. Elle nous demande de regarder au-delà de la surface, de voir l'histoire qui se cache derrière chaque choix financier. C'est une invitation à arrêter de juger les autres et à commencer à nous comprendre nous-mêmes. Nos propres préjugés financiers ne sont pas des faiblesses, mais les cicatrices de nos batailles passées. Elles sont le reflet de notre propre histoire, de nos propres peurs et de nos propres victoires. En acceptant que nous ne sommes pas fous d'agir comme nous le faisons, nous pouvons commencer à défaire les nœuds de nos propres irrationalités. La plus grande liberté financière ne vient pas de la capacité à faire des millions, mais de la capacité à se libérer du besoin de juger les autres et de la peur d'être jugé. C'est l'acceptation que votre chemin est unique et que la seule personne que vous devez impressionner est celle qui se reflète dans le miroir. La plus grande richesse n'est pas d'avoir plus d'argent, mais de faire la paix avec l'argent. La première leçon nous a appris que la folie n'existe pas dans le monde de l'argent, que chaque décision, aussi étrange soit-elle, est ancrée dans l'histoire unique d'un individu. Mais si nos choix sont le fruit de notre passé, qu'est-ce qui explique les résultats si différents? La réponse se trouve dans un couple de forces jumelles, invisibles mais puissantes, la chance et le risque. La plupart des gens aiment croire que leur succès est le résultat de leur intelligence, de leur travail acharné et de leur génie. Et ils pensent que l'échec des autres est le résultat de leur stupidité ou de leurs mauvaises décisions. La psychologie de l'argent nous enseigne une vérité plus humble, que la chance et le risque sont des forces qui influencent chaque pas que nous faisons.
Une décision peut être parfaite sur le papier, mais un événement imprévu peut la faire échouer. De même, une décision qui semble stupide peut se transformer en un succès monumental grâce à un coup de chance. Le risque et la chance ne sont pas des adversaires, mais deux faces de la même pièce. Imaginez un marin. Il est un maître dans son métier. Il sait lire les vagues, anticiper les courants et ajuster ses voiles avec une précision parfaite. Un jour, il prend une route risquée pour une traversée, mais un vent de queue inattendu le pousse à une vitesse record, et il arrive à bon port en un temps record. La foule l'acclame comme un génie, mais la vérité est qu'il a eu de la chance. Un autre marin, tout aussi talentueux, suit un chemin sûr, mais une tempête imprévue fait couler son navire. La foule le juge comme un incompétent, mais en réalité, il a eu un coup de malchance. Comprendre cette leçon, c'est comprendre l'importance de l'humilité. Quand vous réussissez, n'attribuez pas tout votre succès à votre seul génie. Reconnaissez le rôle des vents favorables qui ont soufflé sur votre chemin. Cette reconnaissance vous protège de l'arrogance et de la chute qui l'accompagnent souvent. Elle vous rend plus conscient et plus reconnaissant des opportunités que la vie vous a offertes. Le succès n'est pas le fruit de votre seule force, mais aussi le résultat de forces invisibles qui ont travaillé en votre faveur. De la même manière, quand les autres échouent, ne les jugez pas trop durement. Vous ne connaissez pas les tempêtes qu'ils ont traversées. Le risque n'est pas une simple probabilité, c'est un événement imprévisible qui peut tout changer. C'est l'acte de prendre une décision qui a une chance de réussir ou d'échouer, et de ne pas connaître le résultat final. Le risque est l'ombre de la chance, et en acceptant cela, vous devenez plus empathique envers ceux qui n'ont pas eu le même succès que vous. La sagesse nous enseigne que le rôle de la chance et du risque ne doit pas vous rendre passif, mais plus humble et plus préparé. On ne peut pas contrôler la chance, mais on peut se préparer au risque. C'est le secret des grands investisseurs et des grands sages. Ils ne se lancent pas à l'aveuglette, espérant le meilleur. Ils construisent une marge de sécurité. Ils se préparent au pire, tout en espérant le meilleur. Cette marge de sécurité est le coussin qui les protège lorsque les vents tournent. En fin de compte, la leçon de la chance et du risque est une leçon de vie. Elle nous apprend que la vie est un mélange complexe de choix conscients et de forces que nous ne pouvons pas contrôler. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la croyance en notre propre invincibilité, mais dans la reconnaissance de notre vulnérabilité. C'est la reconnaissance que nous sommes tous des marins sur un vaste océan, et que le plus grand signe de sagesse n'est pas de prétendre que nous pouvons contrôler le vent, mais d'apprendre à naviguer avec humilité et gratitude. La deuxième leçon nous a révélé le rôle invisible de la chance et du risque, ces deux forces jumelles qui influencent nos destins. Nous avons appris que le monde n'est pas toujours juste, que le succès n'est pas toujours le fruit du génie et que l'échec n'est pas toujours le résultat de l'incompétence. Mais il y a un ennemi plus grand que le hasard, un ennemi qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui réside en chacun de nous, la soif du jamais assez. Dans un monde où la comparaison est la règle, nous sommes conditionnés à penser que la richesse est une course sans fin. On nous a fait croire que la ligne d'arrivée est toujours un peu plus loin, que le bonheur est juste après le prochain million, la prochaine promotion, la prochaine acquisition. Image d'un horizon au loin, symbolisant une ligne d'arrivée que l'on n'atteint jamais. Mais la psychologie de l'argent nous enseigne une vérité profonde et libératrice. La course sans fin n'a pas de vainqueur. Le vrai secret n'est pas de continuer à courir, mais de savoir quand s'arrêter, de savoir quand on a assez. L'histoire est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui avaient tout, une richesse immense, une influence sans limite, mais qui ont tout perdu parce qu'ils ne savaient pas quand s'arrêter. Ils ont risqué ce qu'ils avaient et ce dont ils avaient besoin pour obtenir ce qu'ils n'avaient pas et ce dont ils n'avaient pas besoin. Cette ambition insatiable n'est pas un signe de force, mais de faiblesse, car elle est le symptôme d'une âme qui cherche la complétude à travers des biens matériels. La richesse, pour eux, n'était pas un outil, mais un miroir brisé qui reflétait un vide qu'ils n'arrivaient pas à remplir. La course à l'abondance est le plus grand piège psychologique de tous. Elle se nourrit de la comparaison sociale. Nous regardons la vie des autres sur les réseaux sociaux et nous nous disons que nous sommes en retard. Nous voyons leurs voitures, leurs maisons et leurs vacances, et nous pensons que notre vie est incomplète sans ces choses. Mais la sagesse
nous révèle que la seule personne à laquelle nous devons nous comparer est la personne que nous étions hier. Le bonheur ne se trouve pas dans la possession de plus de biens, mais dans l'appréciation des biens que nous avons déjà. La plus grande forme de richesse est le sentiment d'avoir assez. C'est la liberté de se retirer de la course, de se libérer des attentes de la société et de trouver la joie dans les choses qui ne peuvent pas être achetées. C'est la capacité de se dire « J'ai assez d'argent pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. J'ai assez de temps pour poursuivre mes passions et assez d'amour pour nourrir mon âme. » Cette leçon ne vous dit pas d'arrêter de travailler dur ou d'abandonner vos ambitions. Elle vous dit d'apprendre à distinguer le désir de la nécessité. Elle vous dit de définir votre propre ligne d'arrivée, de ne pas laisser les autres la définir pour vous. La discipline de l'abondance est l'acte conscient de dire non à la surconsommation, de dire non aux risques inutiles et de dire oui à la paix intérieure qui vient de la gratitude. Le mythe du « jamais assez » est l'histoire d'un homme qui a tellement faim qu'il en vient à manger ses propres mains. C'est l'histoire d'un homme qui a tellement peur de l'échec qu'il en vient à risquer tout ce qu'il a. Le vrai pouvoir ne se trouve pas dans la poursuite d'une richesse infinie, mais dans la découverte de la richesse qui est déjà en vous. C'est la leçon la plus difficile à apprendre, et pourtant la plus libératrice de toutes. La leçon précédente nous a révélé le mythe du « jamais assez » et l'illusion d'une course sans fin. Nous avons compris que la vraie richesse n'est pas dans la poursuite de plus, mais dans le sentiment d'avoir assez. Cette prise de conscience nous amène à une question plus profonde. Si la richesse n'est pas ce que l'on ne désire pas, qu'est-ce qui en fait réellement la substance? La quatrième leçon de la psychologie de l'argent nous donne une réponse paradoxale et libératrice. La vraie richesse est ce que vous ne voyez pas. Imaginez un iceberg. La plupart des gens ne voient que sa pointe, cette minuscule fraction qui flotte au-dessus de l'eau. C'est ce qui est visible, le costume de luxe, la voiture de sport, la montre hors de prix. Mais la vraie puissance, la masse écrasante de l'iceberg, se trouve en dessous de la surface, cachée des yeux du monde. La vraie richesse fonctionne de la même manière. Ce que vous voyez est la partie qui a été dépensée. C'est de l'argent qui n'est plus en votre possession. La vraie richesse, l'argent qui vous donne la liberté et le pouvoir, est celle que vous n'avez pas dépensée. Elle se trouve dans votre compte d'épargne, dans vos investissements, dans les actifs que vous avez discrètement accumulés. Cette richesse est invisible. Nous vivons dans un monde d'apparence. Les gens mesurent la richesse des autres par ce qu'ils affichent, ce qui est une erreur fondamentale de jugement. Nous regardons la maison d'un voisin et nous en déduisons qu'il est riche. Mais nous ne voyons pas la dette qui a été contractée pour l'acheter. Nous voyons la voiture de luxe et nous nous disons que le propriétaire a réussi. Mais nous ne voyons pas les paiements mensuels qui ont été faits au prix de son stress et de sa paix intérieure. Ce qui est affiché est un signe de pouvoir passé, pas de pouvoir futur. C'est l'énergie consommée, pas l'énergie accumulée. La sagesse de la richesse invisible est l'art de la non-révélation. Les personnes qui comprennent cette leçon n'ont pas besoin d'afficher leur statut. Leur sécurité et leur estime de soi ne dépendent pas des regards des autres. Leur pouvoir est interne, secret et silencieux. C'est la force d'avoir assez d'argent pour ne pas avoir à s'inquiéter des fins de mois, assez de liberté pour faire les choix que l'on veut. C'est une richesse qui donne la paix, la liberté et l'autonomie. C'est la richesse la plus précieuse qui soit, car elle ne peut être ni perdue ni volée. Elle est à vous et à vous seul. Le paradoxe le plus grand de tous est celui du « man in the car », l'homme dans la voiture. Vous voyez un homme conduire une voiture de rêve et vous l'admirez. Mais en réalité, vous n'admirez pas l'homme, vous admirez la voiture. Vous vous dites « si j'avais cette voiture, les gens m'admireraient ». L'homme dans la voiture pense que vous l'admirez, mais vous êtes pris dans votre propre fantasme. Cette leçon nous apprend l'absurdité de chercher à impressionner les autres avec des biens matériels. Quand vous dépensez de l'argent pour que les gens vous admirent, vous n'obtenez pas leur admiration. Vous obtenez leur désir, qui se transforme instantanément en jalousie. Le chemin vers la richesse invisible commence par une discipline simple, mais radicale, la discipline de l'humilité. Elle exige que vous vous libériez du besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle vous demande d'être à l'aise avec le fait que les gens ne comprendront pas vos choix, que vous économisiez alors que vous pourriez dépenser, que vous investissiez alors que vous pourriez vous offrir un voyage de luxe.
Mais au final, cette discipline vous donne une liberté que la dépense ne peut jamais acheter. La leçon de la richesse invisible est un appel à la conscience. C'est une invitation à cesser de regarder la vie des autres par le prisme de leur possession et à regarder la vôtre par le prisme de votre liberté. La personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus, mais celle qui est la plus libre de faire ce qu'elle veut, quand elle le veut, avec qui elle le veut. Et cette liberté, comme le plus beau des jardins secrets, est une richesse qui ne se voit pas. C'est la plus grande forme d'abondance qui soit. Nous avons voyagé jusqu'à présent pour découvrir que la vraie richesse est invisible et que le mythe du jamais assez est le plus grand des pièges. Si la richesse n'est pas ce que l'on voit, et si elle n'est pas une course sans fin, alors quelle est sa véritable essence? La 5e leçon de la psychologie de l'argent, telle que Morgan Housel l'a dévoilée, nous révèle la vérité la plus libératrice. La plus grande valeur de l'argent est le temps et la liberté. Nous avons été conditionnés à croire que l'argent sert à acheter des choses, une maison plus grande, une voiture plus rapide, des vêtements plus chers. Mais le véritable pouvoir de l'argent ne réside pas dans ce qu'il vous permet d'acquérir, mais dans ce qu'il vous permet de ne plus avoir à faire. Il est le seul outil qui peut vous acheter du temps, le seul actif qui peut vous donner le contrôle sur votre vie. L'argent est la monnaie de la liberté. Il vous permet de dire non à un travail que vous détestez, non à une situation qui vous stresse, et non à l'obligation de compromettre vos valeurs pour un salaire. La plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent, puis ils utilisent cet argent pour acheter des choses qui ne font que les rendre plus dépendants, créant un cycle sans fin. Ils travaillent de longues heures pour acheter des biens qui nécessitent encore plus de temps et d'argent pour être maintenus. Ils sont en réalité des esclaves dorés. La personne qui a compris le secret de la liberté utilise l'argent comme un levier pour se libérer. Chaque dollar économisé n'est pas un dollar en moins pour une chose, mais une minute de votre vie que vous avez rachetée. C'est le pouvoir de l'autonomie, la capacité de se réveiller le matin et de décider comment vous voulez passer votre journée sans la contrainte d'un patron ou d'un horaire. La discipline de l'épargne n'est pas une punition, c'est un acte de rébellion. C'est un refus de faire partie d'un système qui vous demande de sacrifier votre temps et votre âme. Chaque dollar que vous mettez de côté est un acte de souveraineté. Il est une déclaration que votre temps est la chose la plus précieuse que vous possédez et que vous n'êtes pas prêt à le gaspiller pour des choses qui n'ont pas de sens. Vos économies ne sont pas de simples chiffres dans un compte en banque. Elles sont une armée silencieuse, travaillant jour et nuit pour votre liberté, construisant un pont vers un avenir où vous êtes le seul maître à bord. La richesse, au fond, n'est qu'une solution à un problème. Le problème de ne pas avoir assez d'argent pour faire ce que l'on veut, quand on veut et avec qui l'on veut. La plus grande erreur est de penser que l'on a besoin d'une richesse immense pour être libre. La liberté n'est pas une destination lointaine. Elle est une question de choix quotidien. Elle est la décision de vivre en dessous de ses moyens pour que vos économies puissent grandir. Elle est le choix de la modestie aujourd'hui pour l'indépendance de demain. La liberté est la seule richesse qui a un sens. Elle est le seul but qui justifie le voyage. La personne qui a maîtrisé le secret de la liberté a compris que la plus grande réussite n'est pas d'avoir une grosse maison, mais de ne pas avoir à s'inquiéter de la perdre. La vraie réussite est d'avoir assez d'argent pour ne plus avoir à penser à l'argent. C'est la paix qui vient de la certitude que vous êtes en contrôle. La plus grande richesse n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais d'avoir une vie riche en temps et en autonomie. C'est la capacité de se réveiller le matin et de ne pas être pressé, de ne pas être stressé, de ne pas être contrôlé. Et cette liberté, mes amis, est la seule chose que l'argent peut acheter qui a une valeur infinie. La leçon précédente nous a révélé que la plus grande richesse est la liberté, le contrôle sur notre propre temps. Mais comment accumuler assez de richesse pour atteindre cette liberté? Si le succès n'est pas une série de petites victoires, alors qu'est-ce que c'est? La 6e leçon de la psychologie de l'argent tirée de la sagesse de Morgan Housel nous livre un secret profondément contre-intuitif et mystique. La majorité des résultats viennent d'une minorité d'événements. C'est la loi de la queue. Imaginez un chercheur d'or. Il passe des jours, des semaines, des années à tamiser des tonnes de gravier et de terre. Chaque jour, il trouve des petites paillettes d'or. Son effort semble infructueux, une goutte d'eau dans un océan d'efforts.
Mais tout son travail, toute sa persévérance et sa foi sont récompensés par un seul et unique événement. La découverte d'une grosse pépite d'or. Cette pépite, à elle seule, peut représenter plus de valeur que toutes les paillettes d'or combinées. La vie et le monde de la finance fonctionnent de la même manière. La majorité de vos investissements seront moyens, voire mauvais. La plupart de vos efforts n'auront que peu d'impact. Mais c'est la seule chose que vous avez faite qui a fonctionné, qui fera la différence. C'est la loi de la queue, car sur une courbe de probabilité, ce sont les événements extrêmes, qui se trouvent à l'extrémité de la courbe, qui ont le plus grand impact. Le secret n'est pas d'être bon tout le temps, mais d'avoir assez de patience et de persévérance pour être là quand la chance frappe à la porte. Cette leçon est une leçon de patience et de résilience. Elle nous apprend que la plupart des échecs ne sont pas des échecs, mais des parties d'un processus qui mène à un succès. C'est une discipline de l'esprit qui vous permet de continuer à travailler, même quand vous ne voyez pas les résultats. La plupart des arbres ne donnent pas de fruits. La plupart des lancers ne marquent pas de points. La plupart des livres ne sont pas des best-sellers. La plupart des entreprises ne sont pas des licornes. Mais ce sont les quelques exceptions qui changent la donne. Cette sagesse est la plus difficile à accepter, car elle va à l'encontre de notre nature humaine qui veut des résultats immédiats. Nous voulons que chaque effort soit récompensé, que chaque idée soit un succès, que chaque investissement soit rentable. Mais la psychologie de l'argent nous enseigne que c'est une illusion dangereuse. En croyant que chaque action doit être une victoire, nous devenons déçus et nous abandonnons avant que la chance ne puisse frapper à la porte. Le secret de la persévérance n'est pas de ne jamais échouer, mais de ne jamais abandonner. C'est la capacité de se relever après un échec, de continuer à travailler, de continuer à se battre, même lorsque le monde vous dit que vous avez tort. C'est la foi en un futur qui ne peut être vu que par les yeux de l'esprit, la foi que la pépite d'or est toujours là-bas, attendant d'être découverte. Le plus grand signe de maîtrise est la capacité de s'asseoir et de faire le travail, même quand cela semble inutile. C'est la discipline de la foi. En fin de compte, le secret du destin est une leçon de humilité. C'est la reconnaissance que nous ne sommes pas entièrement en contrôle de nos résultats. Nous pouvons travailler dur, être intelligents et faire les bonnes décisions, mais il y a toujours une part de chance qui entre en jeu. Et en acceptant cela, nous nous libérons de la responsabilité écrasante du succès et nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Le plus grand des maîtres n'est pas celui qui a le plus de succès, mais celui qui a le plus de patience. C'est celui qui a compris que le destin est une danse entre l'effort et la chance, et qu'il faut être là quand la musique s'arrête. La leçon précédente nous a enseigné une vérité paradoxale, que la plupart de nos efforts n'apportent que peu de résultats, mais qu'une seule victoire peut valoir tous les efforts. Nous avons découvert la loi de la queue et la puissance des événements improbables. Mais une fois que l'on a la victoire en main, comment la conserve-t-on? La 7e leçon de la psychologie de l'argent révèle un autre secret, plus profond encore, que les compétences pour devenir riche ne sont pas les mêmes que celles pour rester riche. La plus grande de toutes les disciplines n'est pas la croissance, mais la survie. Le monde est rempli de conquérants qui ont gagné des batailles et bâti des empires sur un coup de génie, une prise de risque audacieuse. Mais l'histoire nous montre que très peu d'entre eux ont réussi à conserver leur royaume. Leurs compétences de guerrier n'étaient pas adaptées aux responsabilités de roi. La guerre exige de prendre des risques, de l'audace et une agressivité constante. La royauté exige de la prudence, de la défense et un sens de la sécurité. Les mêmes qualités qui mènent au sommet peuvent aussi provoquer une chute. Le conquérant qui ne peut pas devenir roi est une tragédie de l'histoire. Dans le monde de la finance, il en va de même. Devenir riche, c'est un acte d'optimisme. C'est la volonté de prendre des risques, de parier sur un avenir meilleur et d'être à l'aise avec le fait que les choses pourraient mal tourner. Rester riche, c'est un acte de prudence. C'est la reconnaissance que le monde est rempli d'incertitudes et qu'il faut un fort sens de la peur pour se protéger contre la ruine. La personne qui a maîtrisé la survie n'est pas celle qui a fait les plus grands gains, mais celle qui a évité les plus grandes pertes. Le secret de la survie est un secret de l'humilité. Après une grande victoire, l'ego chuchote à votre oreille que vous êtes un génie. Il vous pousse à prendre des risques encore plus grands, à chercher une autre victoire,
à vous prouver que la précédente n'était pas un coup de chance. Mais la discipline de la survie est l'art de faire taire cette voix. C'est la reconnaissance que la chance a joué un rôle, que le risque peut frapper à tout moment et qu'il est temps de changer de mentalité, de passer de l'attaque à la défense. C'est le choix de protéger ses acquis plutôt que de risquer tout ce que l'on a pour obtenir ce que l'on n'a pas. Le plus grand danger pour votre argent n'est pas une crise économique. Le plus grand danger, c'est vous-même. C'est l'ego qui veut plus, c'est l'ignorance qui vous pousse à prendre des risques stupides, c'est la croyance que la croissance est un droit et non un privilège. Mais le maître de la survie n'est pas aveugle à ces dangers. Il construit un mur de sécurité autour de sa fortune. Ce mur n'est pas seulement fait d'argent, mais aussi de connaissances et de discipline. Il est un symbole de sa sagesse, la preuve qu'il a appris que la peur est un allié et que la prudence est la seule voie vers une richesse qui dure. En fin de compte, la leçon de la survie est une leçon de paix intérieure. Le vrai but de l'argent n'est pas de vous donner plus, mais de vous permettre de dormir tranquille la nuit. Le succès n'est pas de faire le plus grand des retours sur investissement, mais d'avoir un plan qui vous assure de ne jamais faire faillite. Le secret est de ne jamais risquer ce qui est important pour vous pour quelque chose qui ne l'est pas. La personne qui a maîtrisé la survie est celle qui a compris que la plus grande de toutes les richesses est la certitude qu'elle ne sera pas ruinée. Et cette certitude est une discipline, la plus importante de toutes. La 7e leçon nous a enseigné que la survie est l'ultime secret de la richesse, car la capacité de préserver son acquis est plus précieuse que la capacité de le gagner. Mais la survie, une fois assurée, mène à une question plus subtile, plus insidieuse. À quoi bon avoir de la richesse si personne ne peut l'avoir? Image d'un miroir brisé réfléchissant le visage d'un homme et une voiture de luxe. La 8e leçon, tirée de la sagesse de Morgan Housel, nous révèle un paradoxe central de la psychologie de l'argent. Le plus grand des mensonges que l'on se raconte pour devenir riche est que l'argent nous apportera le respect et l'admiration des autres. C'est le mythe de la richesse ostentatoire. La vie moderne est une scène, et nous sommes tous des acteurs qui jouons un rôle pour obtenir l'approbation de l'audience. On nous a fait croire que la réussite se mesure à la taille de notre maison, à la marque de notre voiture ou à la valeur de notre montre. Nous courons après ces symboles de statut en pensant qu'ils nous apporteront le respect et l'admiration. Mais la vérité est bien différente. Quand vous voyez quelqu'un conduire une voiture de luxe, vous ne vous dites pas « Quelle personne formidable, je l'admire ». Vous vous dites « Quelle voiture incroyable, j'aimerais la voir ». L'admiration n'est pas pour la personne, mais pour l'objet. Vous fantasmez sur ce que vous seriez en possession de cette voiture, pas sur la personne qui la conduit. Le désir et la jalousie que vous inspirez ne sont pas pour vous, mais pour ce que vous avez. C'est le paradoxe de l'homme dans la voiture. La personne qui a dépensé son argent pour la voiture pense qu'elle a acheté de l'admiration, mais elle n'a acheté que le fantasme des autres. Elle a cru que son achat la rendrait digne d'être admirée, alors qu'en réalité, elle est devenue un simple support pour les désirs des autres. C'est une erreur de jugement tragique, car la richesse dépensée pour impressionner les autres est une richesse qui a été perdue pour toujours. C'est une richesse qui ne peut plus être investie, qui ne peut plus travailler pour votre liberté, qui ne peut plus vous donner la paix. Le secret de la modestie est une leçon d'humilité et de sagesse intérieure. C'est la reconnaissance que le vrai respect et la vraie admiration ne peuvent pas s'acheter. Ils sont le résultat de qui vous êtes, pas de ce que vous possédez. Le respect se gagne par l'intégrité, la gentillesse, la générosité et l'effort. C'est la reconnaissance du caractère, pas la reconnaissance de l'argent. La personne qui a compris cela n'a pas besoin de montrer sa richesse, car sa valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent d'elle. Sa richesse est une affaire privée, une source de sécurité et de liberté, un jardin secret qui n'a pas besoin d'être montré. La discipline de la modestie est un acte de libération. Elle vous libère du besoin d'être un acteur sur la scène de la vie. Elle vous libère de la peur du jugement et de l'envie des autres. Elle vous permet de vivre une vie authentique, loin des regards et des attentes de la société. Elle vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre santé, vos relations, vos passions et votre paix intérieure. Le plus grand signe de richesse n'est pas une voiture de luxe, mais la capacité de dormir tranquille la nuit
avec la certitude que vous avez assez d'argent pour vous, mais sans le poids de l'envie des autres. En fin de compte, le mythe de la richesse ostentatoire est un mythe sur la nature du bonheur. La croyance est que le bonheur vient de ce que l'on possède, mais la vérité est que le bonheur vient de ce que l'on est. La personne qui est vraiment riche est celle qui est assez sûre d'elle pour ne pas avoir besoin de l'approbation des autres. C'est celle qui a compris que la plus grande de toutes les richesses est une vie bien vécue, loin des regards et des jugements du monde. Et cette richesse, mes amis, est une richesse qui ne peut pas être mesurée en dollars. La leçon précédente nous a enseigné l'humilité et la sagesse de la richesse invisible. Nous avons appris que la vraie valeur ne se trouve pas dans l'ostentation, mais dans la paix que procure l'épargne. Mais il y a un autre piège psychologique, plus subtil et plus puissant encore que la vanité, la séduction du pessimisme. On nous a conditionnés à penser que le pessimisme est une forme d'intelligence et que l'optimisme est de la naïveté. L'individu qui s'inquiète, qui prédit la crise et qui voit le déclin, est souvent perçu comme un sage, tandis que celui qui a confiance en l'avenir est perçu comme un rêveur. La psychologie de l'argent nous enseigne que cette croyance est un mythe dangereux. Les catastrophes, les crises et les effondrements sont des événements bruyants, visibles et souvent médiatisés. L'innovation, la croissance et le progrès sont des processus lents, silencieux et invisibles. Le pessimisme est séduisant car il a un côté urgent. Il semble plus grave, plus sérieux et plus important que l'optimisme. Le pessimiste a une histoire dramatique à raconter, tandis que l'optimiste n'a qu'une histoire de patience et de persévérance. Et les histoires dramatiques sont plus virales que les histoires de paix et de croissance. Le mythe du pessimisme est l'histoire d'un homme qui se concentre uniquement sur les vagues qui s'écrasent sur le rivage, sans jamais voir la marée montante. Les krachs boursiers sont bruyants, visibles et spectaculaires, mais la croissance du marché, la lente et inéluctable progression de la productivité, de la technologie et de l'ingéniosité humaine est un processus qui se déroule dans le silence année après année, décennie après décennie. Le pessimiste voit la tempête, l'optimiste voit la direction de l'océan. La tempête ne dure qu'un temps, mais l'océan est éternel. Cette leçon est un acte de foi. Une foi dans la capacité de l'humanité à résoudre ses problèmes, à s'adapter et à innover. Elle exige une confiance qui ne peut être ébranlée par les gros titres de la presse. Elle exige la discipline de regarder le long terme, de voir au-delà du bruit et de la peur. Le plus grand des maîtres financiers n'est pas celui qui a prédit une crise, mais celui qui a survécu à toutes les crises. C'est celui qui a eu la sagesse de ne pas écouter les sirènes de la peur et de rester investi dans son avenir et dans l'avenir de l'humanité. Le pessimisme est une forme d'arrogance intellectuelle. Il suppose que vous êtes assez intelligent pour voir la fin de l'histoire, que vous savez mieux que des milliards de personnes qui continuent d'innover, de construire et d'améliorer leur vie. Mais le progrès est le résultat de millions de décisions, prises par des milliards de personnes. Le progrès est une force silencieuse. Elle n'a pas besoin de notre approbation pour se produire. Le pessimisme est le refuge de ceux qui ne veulent pas faire confiance, de ceux qui ne veulent pas prendre de risques. Mais la plus grande des sagesses, c'est de comprendre que le risque le plus grand est de ne pas croire en l'avenir. Le secret de la croissance est un secret de la patience. Les plus grandes fortunes ne se sont pas construites en une nuit, mais sur des décennies de croissance. Cette croissance est le résultat de l'effet cumulatif, de la force invisible qui fait que les choses se multiplient. Mais cet effet ne peut se produire que si vous êtes patient, si vous êtes capable de traverser les tempêtes, de faire face aux crises, de résister à la tentation de la peur. L'optimisme, dans ce contexte, n'est pas une émotion, mais une stratégie, un plan à long terme. C'est la seule stratégie qui vous permet de profiter de la force la plus puissante de l'univers, l'intérêt composé. En fin de compte, le mythe du pessimisme est un mythe sur la nature de la sagesse. La croyance est que la sagesse est de voir les dangers. Mais la vérité est que la sagesse est de voir la direction. La personne qui est vraiment sage n'est pas celle qui prédit la chute, mais celle qui prépare la croissance. Elle a compris que la plus grande de toutes les forces n'est pas la destruction mais la création.
et cette création est le fruit d'une foi inébranlable en un avenir qui ne peut être vu que par les yeux du cœur. La leçon précédente nous a libérés du piège du pessimisme, nous enseignant que la sagesse n'est pas de voir la tempête, mais d'avoir confiance en la marée montante. Mais qu'est-ce qui donne à la marée montante sa force inéluctable? Qu'est-ce qui transforme les petites gouttes d'eau en un océan de prospérité? C'est la plus puissante des forces de l'univers, le temps, allié à la magie de la composition ou de l'effet cumulatif. C'est le secret le plus simple et le plus difficile à comprendre, car il va à l'encontre de notre nature humaine qui recherche la gratification immédiate. La plupart des gens pensent que pour devenir riche, il faut faire un coup de génie, trouver la prochaine entreprise qui monte en flèche ou faire un investissement qui donne des rendements spectaculaires. Mais la psychologie de l'argent nous révèle une vérité plus profonde. L'investisseur le plus riche du monde, Warren Buffett, ne doit pas sa fortune à des rendements extraordinaires, mais à la simple force de la durée. Son génie n'est pas d'être un grand investisseur, mais d'être un grand investisseur depuis très longtemps. Ses plus grandes réussites sont le résultat non pas de son intelligence, mais de sa patience. Le pouvoir de la composition est le pouvoir de la goutte d'eau. Une seule goutte est insignifiante, mais quand des millions de gouttes tombent au même endroit pendant des millions d'années, elles peuvent creuser des canyons et sculpter des paysages entiers. L'intérêt composé est cette même force en action. Un petit capital, avec un rendement modeste, s'accumule lentement au début. Les premières années sont invisibles, le progrès est imperceptible, mais au fil du temps, cette petite boule de neige devient un glacier, une force de la nature qui vous propulse vers la richesse et la liberté. La sagesse de cette leçon est une sagesse de humilité. Elle nous demande de reconnaître que nous ne sommes pas plus intelligents que le temps lui-même. Elle nous demande d'accepter que la plus grande de toutes les forces n'est pas notre volonté, notre intelligence ou notre travail acharné, mais notre capacité à attendre. Le maître ne cherche pas à devancer le marché. Il cherche à être là, à rester investi et à laisser la force de la composition faire son travail. C'est la plus grande des disciplines, la discipline de la patience. Le monde nous a fait croire que la richesse est une affaire de complexité. On nous dit qu'il faut un diplôme, des calculs sophistiqués et une analyse parfaite pour réussir. Mais la vérité est que la plupart des grandes fortunes ne sont pas le résultat de ces choses, mais de la simplicité et de la cohérence. La richesse n'est pas le fruit d'une action héroïque, mais d'une série de petites actions simples, répétées avec persévérance sur une longue période de temps. C'est le pouvoir de la routine, le pouvoir de la constance, le pouvoir du temps. Le secret de cette leçon est un secret d'action. On ne peut pas commencer la composition demain. On ne peut pas planifier la composition dans le futur. On doit la commencer aujourd'hui. Le plus grand de tous les voyages commence par le premier pas, et le plus grand de tous les gains commence par la première économie. La plus grande erreur n'est pas de faire un mauvais investissement, mais de ne pas commencer. La plus grande perte n'est pas de l'argent, mais du temps. Et le temps est la seule chose que l'on ne peut jamais récupérer. En fin de compte, la leçon du temps nous apprend que la richesse n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un processus, une danse entre l'effort et la patience. La personne qui a compris cela n'a plus peur de l'échec, car elle sait que le temps est son plus grand allié. Elle a la paix intérieure qui vient de la certitude que chaque petite action, chaque dollar économisé, chaque jour de patience, la rapproche d'un avenir de liberté et de paix. Et cette paix, mes amis, est la plus grande de toutes les richesses. La leçon précédente nous a révélé que la plus grande force de l'univers financier n'est pas l'intelligence, mais le temps et la magie de l'effet cumulatif. Mais pour laisser le temps opérer sa magie, il faut d'abord survivre. Les tempêtes de la vie sont inévitables. Les crises économiques, les problèmes de santé et les événements inattendus ne demandent jamais notre permission. La 11e leçon de la psychologie de l'argent, telle que Morgan Housel l'a mise en lumière, nous enseigne que la véritable sagesse financière n'est pas de maximiser les rendements, mais de minimiser le risque de ruine. C'est le secret de la marge de sécurité, le coussin de prudence qui vous protège de l'imprévisible. La plupart des gens construisent leur vie financière sur une vision optimiste et linéaire du monde.
Ils font des plans qui exigent que tout se déroule sans accroc. Ils calculent l'exactitude de leur rendement sans jamais prendre en compte ce qui pourrait mal tourner. Ils investissent la totalité de leurs économies dans un plan, sans se laisser de marge pour les accidents. Ils sont des funambules sans filet, convaincus que leur équilibre est parfait. Mais la vie n'est pas un funambule. C'est un océan de surprises, de vagues et de courants imprévisibles. Et le seul moyen d'y survivre est d'avoir une marge d'erreur. Imaginez un ingénieur qui construit un pont. Il ne calcule pas le poids exact qu'il doit supporter. Il ajoute un facteur de sécurité, un supplément de force pour tenir compte des vents forts, des matériaux défectueux ou d'une utilisation inattendue. Ce facteur n'est pas un gaspillage de ressources, c'est le signe de sa sagesse. Il est la garantie que le pont tiendra non pas un mois, mais un siècle. De la même manière, la discipline financière ne consiste pas à prendre le risque maximal pour maximiser ses gains, mais à s'assurer que l'on a toujours une réserve pour les crises. Cette réserve, cette marge de sécurité, est l'investissement le plus important de tous. Cette leçon est une leçon d'humilité et de paix. L'humilité car elle nous oblige à reconnaître que nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Elle nous libère de l'arrogance de la certitude. La paix car elle nous permet de dormir la nuit sans la peur de ce qui pourrait arriver. Votre compte d'épargne n'est pas un capital mort. Il est une assurance, il est un rempart contre le chaos. Il est une source de liberté qui n'a pas de prix. Le plus grand signe de richesse n'est pas de ne jamais faire face à une crise, mais d'avoir assez de résilience pour survivre à toutes les crises qui se présenteront. La marge de sécurité est une pratique spirituelle. C'est l'art de la tempérance. Elle est un refus de la gratification immédiate, une acceptation que l'on a besoin d'un coussin pour les coups durs. Elle est la discipline de ne pas être toute in sur un investissement, une idée ou une vision. Elle est la reconnaissance que l'incertitude est la seule certitude dans la vie. Et en embrassant cette incertitude, on se libère de la peur et de la cupidité qui poussent tant de gens à risquer ce qu'ils ont pour ce qu'ils n'ont pas. En fin de compte, la leçon du risque nous enseigne que le plus grand des gains est la survie. La vraie réussite n'est pas d'avoir fait un coup de maître, mais d'avoir été assez sage pour être toujours dans le jeu. Le maître n'est pas celui qui a le plus de succès, mais celui qui a survécu à tous les échecs. La plus grande de toutes les victoires est la victoire sur le chaos, le triomphe sur l'imprévisible. Et cette victoire ne se gagne pas en cherchant à maximiser, mais en cherchant à se préserver. Et la marge de sécurité, mes amis, est la plus grande de toutes les forteresses. La leçon précédente nous a révélé le secret de la survie, nous enseignant que la vraie sagesse est d'avoir une marge de sécurité pour faire face à l'imprévisible. Mais cette sagesse nous amène à une question plus profonde. Qu'est-ce que la sécurité nous coûte? Que sacrifions-nous pour atteindre la réussite? La 12e leçon de la psychologie de l'argent nous livre une vérité qui est souvent cachée sous le tapis. Rien n'est gratuit. Tout a un prix, et le prix de la réussite est rarement monétaire. Dans notre monde, on nous a fait croire que l'argent est une fin en soi et que le succès est une récompense pour la chance, l'intelligence ou le talent. Mais c'est une illusion dangereuse. La psychologie de l'argent nous enseigne que les rendements du marché ne sont pas un droit, mais un prix. Et ce prix n'est pas payé en dollars, mais en émotions. Le stress, l'anxiété, le doute, les nuits sans sommeil, le chaos des crises et des récessions, tout cela n'est pas un bug du système, mais le prix d'entrée. Ce sont des frais que vous devez payer pour avoir le privilège d'accéder à la richesse à long terme. Imaginez un alpiniste qui veut atteindre le sommet d'une haute montagne. Il sait que le voyage sera difficile. Il sait qu'il devra affronter le froid glacial, le vent violent, la fatigue extrême et la peur du danger. Mais il ne considère pas ces défis comme une punition. Il les considère comme le prix à payer pour le privilège d'atteindre le sommet. C'est le prix qu'il a accepté de payer en s'engageant sur ce chemin. La plupart des gens dans le monde de la finance veulent le sommet sans le prix. Ils veulent des rendements élevés sans le stress qui vient avec. Ils veulent la récompense sans l'incertitude. Ils se plaignent quand le marché est volatile, quand leurs investissements perdent de la valeur, quand les nouvelles sont mauvaises. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la volatilité n'est pas un obstacle, c'est le prix que l'on paie. Si la volatilité n'existait pas, le marché ne donnerait pas de rendement, car il n'y aurait aucun risque.
Si le voyage était facile, tout le monde le ferait et la récompense serait sans valeur. Cette leçon est une leçon d'acceptation et de sacrifice. Elle nous demande de changer notre relation avec la souffrance financière. Au lieu de la voir comme une punition, nous devons la voir comme un coût. Au lieu de la voir comme un obstacle, nous devons la voir comme le prix de l'entrée. Cette acceptation est un acte de sagesse, car elle nous libère de la peur et de la frustration. Elle nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec un calme et une tranquillité d'esprit qui sont le fruit d'une conscience profonde. Le maître n'est pas celui qui évite la souffrance, mais celui qui la traverse avec grâce, sachant qu'elle est une partie nécessaire de son voyage. Le secret de la réussite n'est pas de trouver un déjeuner gratuit, mais de reconnaître que tout a un prix et d'être prêt à le payer. C'est le secret de la discipline et de l'humilité. Le succès n'est pas le fruit du génie ou de la chance, mais le résultat d'un effort conscient, d'un sacrifice volontaire et de la sagesse de savoir que rien de grand ne peut être atteint sans un prix. Le prix n'est pas un accident. Il est la loi qui gouverne le cosmos, il est le secret de la valeur. Et le seul moyen d'être vraiment riche est de payer ce prix en toute conscience, avec un cœur ouvert et un esprit clair. La leçon précédente nous a appris que rien n'est gratuit et que le succès a un prix que l'on doit accepter de payer avec un cœur ouvert. Mais comment peut-on payer un prix pour un futur que l'on ne peut pas voir? Comment se préparer à un voyage qui n'a pas encore été écrit? La 13e leçon de la psychologie de l'argent nous livre une vérité profonde et paradoxale. Le passé est un guide, pas une carte. La plupart des gens pensent que le passé est la clé du futur. Ils étudient les cracks boursiers, les bulles technologiques et les cycles économiques en croyant qu'ils peuvent prédire le prochain événement. Ils agissent comme s'ils pouvaient utiliser le passé comme une carte pour naviguer dans un futur inconnu. Mais la psychologie de l'argent nous enseigne que c'est une illusion dangereuse. L'histoire ne se répète pas, elle rime. Les événements spécifiques ne se reproduisent jamais, mais les émotions et les réactions humaines, elles, sont éternelles. Imaginez une nuit étoilée. Vous voyez des constellations, des motifs que les générations passées ont nommés. Ces motifs sont des guides pour le voyageur. Ils vous montrent la direction, mais ils ne vous disent pas ce que vous trouverez sur votre chemin. De la même manière, l'histoire nous montre les constellations des comportements humains, la peur, la cupidité, la panique et l'euphorie. Ces étoiles, ces émotions humaines, sont éternelles. Elles existeront toujours. Mais les constellations qu'elles forment, les événements spécifiques, ne se reproduiront jamais. Le sage ne cherche pas à prédire le futur en se basant sur le passé, mais il utilise le passé pour comprendre la nature humaine. Il sait que la cupidité, la peur et la panique existeront toujours, mais il ne sait pas quand elles vont frapper. Le secret de cette leçon est une leçon d'humilité et de prudence. L'humilité, car elle nous oblige à admettre que nous ne pouvons pas prédire l'avenir. La prudence, car elle nous pousse à nous préparer à tout. La personne qui a compris cela ne met pas toute sa foi dans une stratégie basée sur le passé. Elle construit une marge de sécurité. Elle diversifie ses investissements. Elle se concentre sur ce qu'elle peut contrôler, ses émotions, ses dépenses, ses habitudes. Elle sait que l'avenir est un océan d'inconnus et elle se prépare à toutes les tempêtes. Cette sagesse est la plus difficile à accepter car elle va à l'encontre de notre nature qui veut la certitude. Nous voulons savoir ce qui va se passer. Nous voulons un plan parfait. Mais la vie n'est pas un plan parfait. C'est une danse avec l'imprévisible. Et la seule façon de gagner cette danse est d'avoir la discipline d'être prêt à tout. Le plus grand des maîtres financiers n'est pas celui qui a le plus de succès, mais celui qui a survécu à tous les échecs. En fin de compte, la leçon de l'avenir est une leçon sur vous-même. Le plus grand des secrets n'est pas de connaître ce qui va se passer, mais de savoir comment vous allez réagir à ce qui va se passer. L'histoire est un miroir qui vous montre votre propre nature et la nature de tous les hommes. Le secret est de ne pas répéter les mêmes erreurs que les autres, d'apprendre de leurs faiblesses et de construire une vie basée sur la sagesse, la prudence et la paix intérieure. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même, et c'est la seule chose dont vous avez besoin pour réussir. La 13e leçon nous a enseigné que le passé est un guide,
mais pas une carte, et que la vraie sagesse est d'apprendre des émotions humaines sans être esclave de l'histoire. Mais il y a un ennemi qui est plus fort que la peur et la cupidité, un ennemi qui est si silencieux et si insidieux qu'il peut détruire des empires et des fortunes sans un bruit. Cet ennemi, c'est le moi, c'est l'ego. La 14e leçon de la psychologie de l'argent nous révèle une vérité que peu de gens veulent entendre. Moins d'ego, plus de richesse. L'ego est un poison qui détruit la rationalité, la prudence et la discipline. Il est la voix qui vous chuchote à l'oreille que vous êtes un génie, que vos succès ne sont pas le fruit de la chance mais de votre propre intelligence. Il est la voix qui vous pousse à prendre des risques stupides pour prouver votre valeur aux autres. C'est l'ego qui vous pousse à acheter une voiture de luxe pour impressionner des gens qui ne vous admirent pas, mais qui admirent la voiture. C'est l'ego qui vous fait croire que vous pouvez battre le marché, que vous pouvez prédire l'avenir, que vous êtes au-dessus des lois de la prudence et de l'humilité. Imaginez une coupe vide. Cette coupe est prête à recevoir de l'eau, à être remplie par le savoir et la sagesse. L'ego, c'est comme si cette coupe était déjà pleine d'air chaud, d'arrogance et de certitude. Une coupe pleine ne peut rien recevoir de plus. De la même manière, un esprit rempli d'ego ne peut pas apprendre, ne peut pas s'adapter et ne peut pas survivre à l'imprévisible. L'ego est un mur qui vous sépare de la vérité, une prison que vous construisez pour vous-même. La seule façon d'être vraiment riche, c'est d'être assez humble pour admettre que l'on ne sait pas tout et que le monde est plus complexe qu'on ne le pense. Cette leçon est une leçon de humilité et d'estime de soi. La plus grande des sagesses financières n'est pas de faire un coup de maître, mais d'accepter que vous n'êtes pas au-dessus des lois de la prudence. Elle nous apprend que le vrai respect et la vraie valeur ne viennent pas des autres, mais de soi-même. Le plus grand des maîtres financiers n'est pas celui qui a le plus de succès, mais celui qui a la plus grande paix intérieure. Et cette paix ne peut être trouvée que dans le silence de l'ego. Le secret de la modestie est le secret de la vraie richesse. C'est la reconnaissance que votre valeur n'est pas mesurée par votre compte en banque, mais par votre caractère, votre discipline et votre intégrité. C'est la capacité de se réjouir du succès des autres sans jalousie. C'est la capacité de se réjouir de ses propres succès sans arrogance. C'est la liberté d'être qui l'on est, sans le besoin de l'approbation des autres. En fin de compte, la leçon de la modestie nous enseigne que la plus grande de toutes les victoires est la victoire sur soi-même. Le plus grand des ennemis n'est pas la concurrence, mais votre propre ego. Le plus grand des gains n'est pas l'argent, mais la paix. La personne qui a maîtrisé le secret de la modestie est la personne qui a compris que la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est. C'est la seule richesse qui ne peut être perdue. La leçon précédente nous a appris que l'ego est le plus grand ennemi de la richesse. Nous avons compris que la modestie est la seule voie vers la prospérité durable et la paix intérieure. Mais le voyage vers la richesse a encore un piège subtil, un piège qui est une illusion que l'on se raconte sur soi-même, l'illusion que l'on ne changera jamais. La 15e leçon de la psychologie de l'argent nous livre une vérité profonde. Votre futur moi ne sera pas le même que votre moi d'aujourd'hui et votre plan doit en tenir compte. On nous a enseigné à faire des plans de vie rigides. On nous dit de choisir un chemin, de nous y tenir et de ne jamais regarder en arrière. On nous dit de choisir une carrière, d'acheter une maison et de s'y tenir pour toujours. Mais le plus grand des sages sait que la seule chose qui est constante dans la vie est le changement. Nos désirs, nos passions, nos priorités, tout cela évolue avec le temps. La personne que vous êtes à 25 ans n'aura pas les mêmes désirs que la personne que vous serez à 50 ans. Et une vie financière qui est construite sur un plan rigide est une vie qui est destinée à la frustration. Imaginez une rivière qui coule à travers un paysage. Elle ne suit pas toujours une ligne droite. Elle contourne les obstacles, elle s'adapte au terrain, elle change de direction quand elle en a besoin. La vie est cette rivière. Si votre plan financier est une ligne droite, vous serez détruit par les obstacles. Mais si votre plan est comme une rivière, vous pourrez vous adapter et changer de direction quand vous en aurez besoin. La sagesse n'est pas de faire un plan parfait, mais d'avoir un plan qui est assez flexible pour faire face à l'inconnu. C'est la seule façon de construire une vie financière qui est à l'épreuve du temps. Cette leçon est une leçon de patience et de compassion. Elle nous demande d'être patients avec nous-mêmes,
de ne pas juger notre passé pour ses erreurs et de ne pas juger notre futur pour ses changements. Elle nous demande d'être compatissants avec nos propres contradictions, de comprendre que l'on peut avoir une vision de la vie à 25 ans et en avoir une autre à 50. C'est la beauté de la vie, c'est la beauté de la croissance. Et le plus grand des maîtres est celui qui a compris que la vie n'est pas un voyage linéaire, mais une danse entre le passé, le présent et le futur. Le secret de la flexibilité est le secret de la vraie richesse. C'est la capacité de se libérer des attentes que l'on a pour soi-même. C'est la capacité de se dire « Je vais vivre ma vie aujourd'hui et je serai prêt à changer de direction demain ». C'est la capacité de se concentrer sur le présent, de construire un avenir qui est basé sur la sagesse, la prudence et la paix intérieure, et non sur des attentes rigides qui ne seront jamais remplies. C'est la seule façon de construire une vie qui est à l'épreuve du temps et qui peut s'adapter à tous les changements. En fin de compte, la leçon de la raison nous enseigne que la plus grande de toutes les victoires est la victoire sur soi-même. Le plus grand des ennemis n'est pas le marché, mais votre propre ego. Le plus grand des gains n'est pas l'argent, mais la paix. La personne qui a maîtrisé le secret de la flexibilité est la personne qui a compris que la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est. C'est la seule richesse qui ne peut être perdue. La leçon précédente nous a appris que la vie est un voyage de changement constant et que la sagesse ne réside pas dans un plan rigide, mais dans une souplesse d'esprit qui nous permet de nous adapter. Cette flexibilité de l'âme nous conduit à la 16e et l'une des plus profondes leçons de la psychologie de l'argent, le secret du silence. Image d'un homme assis au bord d'un lac, dans un silence total, symbolisant la paix intérieure et la richesse invisible. Le monde de la finance est un monde de bruit. Les médias crient sur les crises, les gourous promettent des gains rapides et les gens se vantent de leur succès sur les réseaux sociaux. On nous a fait croire que la richesse est quelque chose que l'on doit montrer, que l'on doit crier sur tous les toits. Mais la vérité est que la vraie richesse est silencieuse. Elle est le fruit d'un travail intérieur, d'une discipline invisible. Elle ne s'expose pas, ne se vante pas et ne cherche pas l'approbation du monde. Imaginez un vieil arbre dont les racines sont profondes, larges et fortes. On ne les voit pas. Elles sont cachées sous la terre dans un silence total. Mais c'est la force de ces racines invisibles qui permet à l'arbre de se tenir droit contre les vents les plus forts. De la même manière, la vraie richesse est le fruit de la discipline silencieuse. Chaque dollar que vous économisez, au lieu de dépenser, est une racine de plus que vous plantez. Chaque investissement que vous faites avec patience et sans fanfare est une autre racine qui s'enfonce plus profondément. Votre fortune est une forêt qui grandit loin des regards du monde, et c'est son silence qui la rend si forte. La leçon du silence est une leçon de modestie et de sagesse. L'individu qui a compris cette vérité n'a pas besoin d'impressionner les autres. Il ne cède pas à la tentation de la consommation ostentatoire, car il sait que la richesse dépensée est une richesse perdue. Son assurance ne vient pas de ce que les autres pensent de lui, mais de ce qu'il sait de lui-même. Il a gagné la guerre contre ses propres désirs égoïstes. C'est la victoire la plus importante de toutes et la plus silencieuse de toutes. Le silence, en finance, c'est l'absence de réaction impulsive. C'est la capacité de regarder les marchés monter et descendre sans paniquer. C'est la capacité de rester immobile, calme, de laisser le temps faire son travail. C'est le pouvoir de la patience. En fin de compte, le secret du silence nous enseigne que la plus grande de toutes les richesses est la paix intérieure. La personne qui a maîtrisé cette leçon est celle qui n'a plus peur des crises, car elle sait que même si tout s'effondre autour d'elle, sa richesse est en sécurité dans un endroit que le monde ne peut pas voir, dans son âme. Et cette richesse, mes amis, est la seule qui est à l'épreuve du temps. Elle ne peut être perdue ou volée, et elle est la seule qui peut vraiment vous rendre libre. La leçon précédente nous a révélé le secret de la vraie richesse, le silence, la discipline invisible de l'âme qui se construit loin des regards du monde. Nous avons voyagé ensemble à travers les leçons les plus profondes de la psychologie de l'argent. Mais maintenant, nous arrivons à la fin de notre voyage, à la leçon la plus importante de toutes, à la question qui a été au cœur de chaque mot que nous avons prononcé.
Qu'est-ce que tout cela signifie? Image d'un homme regardant un coucher de soleil, l'air paisible. Le secret du bonheur n'est pas une question de chiffres, de stratégie ou d'investissement. C'est une question de votre propre esprit. On nous a fait croire que l'argent est la solution à tous nos problèmes. On nous dit que si seulement nous avions plus d'argent, nous serions plus heureux, plus en sécurité, plus libres. Mais la psychologie de l'argent nous enseigne que c'est une illusion. La vraie richesse n'est pas dans la taille de votre compte en banque, mais dans la paix de votre cœur. L'argent est un miroir qui ne fait que refléter votre propre âme. Si votre âme est remplie de peur, de jalousie et de cupidité, l'argent ne fera que magnifier ces émotions. Mais si votre âme est remplie de gratitude, de discipline et de sérénité, l'argent vous donnera les moyens de vivre ces émotions. Imaginez que votre esprit est un jardin. Les pensées et les croyances que vous avez sur l'argent sont les graines que vous y plantez. La peur, la jalousie et l'envie sont les mauvaises herbes qui poussent et étouffent la vie. Vous pouvez passer toute votre vie à essayer de trouver plus d'eau et plus de soleil pour votre jardin, plus d'argent. Mais si vous ne vous débarrassez pas des mauvaises herbes, vous ne récolterez jamais rien de beau. Le vrai travail ne consiste pas à chercher plus d'argent, mais à cultiver votre propre esprit. La vraie richesse ne vient pas de ce que vous faites pour l'argent, mais de ce que l'argent fait pour vous. Cette leçon est une leçon de maîtrise de soi. Le plus grand des maîtres financiers n'est pas celui qui a le plus de succès, mais celui qui a la plus grande paix intérieure. La vraie bataille n'est pas contre le marché, mais contre soi-même. C'est la bataille pour contrôler ses peurs, sa cupidité et son besoin d'approbation. Et c'est une bataille qui doit être gagnée chaque jour. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un voyage, un chemin que l'on doit parcourir avec conscience, avec discipline et avec gratitude. Le secret du bonheur est une discipline de l'esprit. Elle nous demande d'être conscients de nos pensées, de nos émotions et de nos désirs. Elle nous demande de nous libérer du besoin d'impressionner les autres, de nous libérer de la peur de manquer et de la cupidité de vouloir toujours plus. Elle nous demande de trouver la richesse dans les petites choses de la vie, une promenade dans la nature, une conversation avec un ami, un livre qui nous inspire. Le bonheur n'est pas une récompense pour la réussite financière, c'est la condition préalable à toute vraie réussite. En fin de compte, la leçon du bonheur nous enseigne que la plus grande de toutes les richesses n'est pas ce que l'on a, mais ce que l'on est. L'argent est un outil, pas une fin en soi. Il est un moyen de nous donner la liberté, la paix et la sécurité. Mais il ne peut pas nous donner le bonheur. Le bonheur, on doit le trouver à l'intérieur de soi. La personne qui a maîtrisé cette leçon est la personne qui a compris que la plus grande de toutes les victoires est la victoire sur son propre esprit. Ceci conclut notre voyage à travers les leçons de la psychologie de l'argent. J'espère que cette exploration vous a donné non seulement de nouvelles perspectives sur l'argent, mais aussi sur vous-même.